attention, on est dans la surface pour le 2-0. Et le ballon de 3-0 avec Teddy Chevalier, ballon de triplé pour lui. Cabral sur sa droite. Et Chevalier pour le triplé. Salidon qui va frapper en force, Salidon. Oh le but. Oh si, Salidon. C'est bon, il est encore là ce connard. Oui, vas-y. Salut à tous, c'est la Nagesphère. Après une première édition du podcast qui a fait vibrer les foules, après 2 matchs nuls insipides de notre VAFC et après une énième demande financière des Disdiac auprès des politiques valenciennois, nous sommes de retour plus désespérés que jamais pour ce nouvel enregistrement. Alors, au programme, de l'actu, de l'histoire, du débat et de la projection vers l'avenir, puisqu'on aura une interview exclusive du community manager de Chambly, Maxime. Vous l'aurez compris, ici, c'est vraiment the place to be. Beaucoup de rotation dans l'équipe qui m'accompagne cette semaine, parce que franchement, j'ai avec moi Larry. Bonsoir. Maxence. Bonsoir. François. Bonsoir. Vous avez vu beaucoup de changements. Par contre, il y a un entrant, c'est Nathan qui va intervenir au milieu de l'émission. Bonsoir à tous. Alors, première question, comment allez-vous? Quel est votre état psychologique après 4 heures de match du VFC en seulement 72 heures? Circonspect, moi je me méfie parce que on se dit qu'il y a de l'amélioration dans le jeu, on se dit qu'on commence à prendre du plaisir à regarder l'équipe jouer. Souvent, c'est dans ces moments-là qu'on va perdre chez la Lanterne Rouge en fait. Bon, elle n'est plus Lanterne Rouge, mais contre une équipe relégable. Ok, Maxence. J'ai choisi un classique, j'ai choisi Inébranlable. Tout simplement parce que même quand on voit des matchs de merde, on est toujours là. Et quand enfin on a des bons matchs, on est là aussi. Donc on a un état d'esprit inébranlable depuis le début de la saison et même bien avant. Et Dieu aussi est inébranlable. Larry. Les montagnes russes. Ok. Et Nathan, du coup, on te lance sans te prévenir un mot pour décrire ton état. Moi, je dirais sérénité, parce que j'ai rendez-vous demain avec mon généraliste pour mon ordonnance de Lexomil pour la renouveler. Donc ça va. Je suis serein là-dessus. Très bon, très bon. Allez, on va enchaîner avec V-News. Vous connaissez cette rubrique déjà légendaire. C'est le meilleur de l'actualité de la semaine. On commence en parlant du futur président du VFC, Patrick Partouche, que nous saluons très chaleureusement et qu'on embrasse. Il est de retour dans les affaires valenciennoises et fait preuve de générosité en offrant un premier cadeau de Noël à Eddy, une visite des huissiers afin qu'il puisse enfin obtenir des extraits des comptes qu'il réclame depuis tant de mois. Alors moi je voulais savoir si c'est une vraie avancée ou si c'est juste un coup de pression dont il a le secret. C'est quelque chose qu'on attendait quand même, parce que depuis la saga l'entrée dans de la montée de capital et puis de la convocation de l'Assemblée Générale, ça faisait 2 ou 3 mois qu'on attendait qu'il passe à la vitesse supérieure d'un point de vue judiciaire, donc c'est chose faite et ça fait plaisir. Et puis qu'Eddy Diack se prenne une procédure judiciaire en décembre, c'est savoureux quand on sait qu'on connaît ses courriers recommandés de licenciement le 24 décembre, donc ça fait toujours plaisir. Et est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux épisodes imminents? Moi je pense que ouais, s'il paraît lancé comme actuellement, envoyer un huissier à mon avis, c'était pour demander les comptes si je me trompe pas, donc après s'il a les comptes, il risque d'attaquer assez rapidement je pense. Ouais, bon, à défaut de vibrer sur le terrain. les huissiers connaissent l'adresse. Vas-y. À défaut de vibrer sur le terrain, ce sont les coulisses qui nous font vibrer maintenant. Ouais, tout simplement parce que la moitié des actus de la semaine n'ont pas lieu sur le terrain, donc on peut bien la preuve. On va enchaîner tout de suite avec, grâce à La Voix du Nord, on remercie vraiment La Voix du Nord, magnifique journal régional, à qui on doit la seconde info. Alors, j'en parlais tout à l'heure au début du podcast, c'est Eddy qui va avoir droit à un rabais, et lui c'est sa spécialité, une baisse de 50% du loyer. C'est une demande de notre cher président qui explique, avec des mots très méticuleusement choisis, que le club est dans la merde et qu'il va falloir l'aider. Ça va être voté demain, si je me trompe pas. Alors, il y a du mécontentement chez certains qui expliquent que c'est une aide pour lui sauver le cul, en fait. Alors, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que Valenciennes Métropole fait les choses bien? Donc, ils font quelque chose, on va dire, de logique, ou est-ce qu'ils auraient dû laisser le père Eddy dans le caca? Déjà, c'est un affront pour les commerçants de la ville, qui peuvent gentiment aller se gratter, si on peut dire ainsi. Alors que pendant que le club va être aidé par l'agglomération, quand on sait que les politiques ne vont plus au stade. Moi, C'est un coup de poignard.
Ce que je trouve étrange, c'est que ça entre un peu en contradiction avec le précédent move, on va dire, de l'agglomération, qui avait été de demander au fisc de saisir le loyer du stade sur les comptes du club. Donc voir qu'en 2019, ils ont saisi sur les comptes du club et qu'en 2020, ils leur accordent une ristourne de 50%, ça peut interroger. Mais comme on en parlait un peu dans le débrief, autre excellente émission de la Nage Sphère, peut-être que les politiques n'ont pas le choix, puisque ça s'est fait apparemment dans beaucoup d'autres clubs, et donc ils n'avaient pas de possibilité de ne pas lui accorder. Ok, bon, on va poursuivre avec le compteur stat qui grimpe. La semaine dernière, on vous annonçait avec fierté notre plus longue série de matchs sans défaite de la saison. Cette fois, on est sur notre plus grande série de l'année civile. 4 matchs sans défaite. Bravo. Bravo à tous. Bravo à tous. Ouais, on peut applaudir. Alors Guégan, à l'annonce de cette nouvelle, est plus que confiant en conférence de presse. Il a dit « Quand je vois nos matchs à Auxerre, contre Ajaccio et contre Rodez, bon le dernier je suis pas vraiment d'accord, je sens que l'équipe progresse. » Alors est-ce que c'est de la méthode Coué selon vous, ou est-ce que vraiment là on est sur la rampe de lancement, on va cartonner? On marque quand même beaucoup plus de buts que ce soit que l'année dernière ou même en début de saison. Là ça commence vraiment à aller mieux, je trouve, offensivement, on arrive enfin à se trouver. Avant on avait beaucoup de mal à trouver l'équilibre en ce début de saison entre justement l'attaque-défense. Et là enfin on commence vraiment à trouver cet équilibre qui sera forcément nécessaire si on veut jouer entre grosses guillemets la montée. Moi, C'est sûr, on verra ça. Ce qui me donne un peu d'optimisme, c'est que j'ai l'impression que devant ça va mieux. Et surtout, les buts qu'on prend, c'est vraiment des buts casquettes, on va dire, entre guillemets. Enfin, Autrey, c'est pas un but casquette, mais c'est un but, il retire 10 fois le coup franc, il le rate 9 fois. Et puis le but, là, le CSC de Masson, c'est encore une fois un coup du sort. Donc, si la chatte se met un peu à tourner et que Cabral fait des barres entrantes au lieu de barres sortantes, je suis d'accord avec Guégan, il y a du mieux dans le jeu. Et on n'a pas eu la réussite pour que ça se concrétise mathématiquement, mais à voir si ça se poursuit à Chambly, ouais. Hâte de voir du beau football à Chambly, ça promet. On va finir avec l'événement de la semaine, c'est évidemment le Black Friday. On ne parle pas du mercato hivernal, mais bien de la boutique du VFC, avec une affaire en or. Franchement, si vous l'avez raté, votre vie est gâchée, je pense. Moins 50% sur le maillot de la saison passée. En mode, c'est exceptionnel de ne pas vendre un vieux t-shirt au prix fort. Wow. Bref, l'actu a été tellement triste qu'on a été réduit à parler de ça quand même. Alors, je vais marcher sur les plates-bandes de Larry avec cette question. Osef ou pas Osef? Bah, Osef. Ouais, Osef. Bah moi je dirais pas Osef parce que c'est quand même un peu du foutage de gueule. Donc pour moi c'est pas Osef parce que faire passer comme une extraordinaire promotion le fait de vendre le maillot de l'année dernière à moitié prix, ce n'est qu'une énième marque de foutage de gueule de la part du club en général, je trouve. Je pense que Nathan va faire l'arbitre. Osef ou pas Osef? Ben, je suis entre les deux justement. Ouais, Osef et pas Osef du coup. Partagé entre ça, c'est de l'arbitrage. On s'en ça, fout c'est de complètement. l'arbitrage. Et le fait également qu'on nous prend pour des cons, donc effectivement, ouais. Bon, en parlant de marketing au rabais, ne ratez pas notre débat sur le mercato qui arrive dans quelques minutes. Et puis juste deux dernières infos en vrac. On vous apprend avec beaucoup d'émotion le décès de Diego Armando Maradona. 5 minutes après après la publication du podcast, quand même, j'ai peur qu'on soit les Ramsey du PAF. On verra ça demain soir. Il a écouté le podcast et il est parti en paix. Il est parti heureux en écoutant la cyclogénèse. Il faudra juste savoir qui va clamser dans les 5 prochaines minutes de ce brief-là. Allez, au pari. Ouais, on peut faire des paris, des pronos morts. Bon, on regarde ça pour après. Bon, on va avoir des problèmes après. Ouais, c'est vrai. Et j'avais une autre actu que j'ai perdue. Bon, tant pis. Ah si, pardon, c'était Diliberto. C'était Diliberto dans Rose Mondial qui a annoncé ses objectifs de carrière. D'abord faire de bonnes choses avec Valenciennes avant de jouer en Ligue 1. Donc il a tout compris. Valenciennes ne montera pas en Ligue 1 tant qu'un certain EZ sera là. On peut passer à la rubrique VA à l'ancienne consacrée cette semaine à Christophe Piorin, un homme à la carrière aussi reluisante que son crâne. C'est parti. Merci Julien pour cette formidable transition. Donc, moi j'avais envie de parler de Christophe Piorin. Donc, Christophe Piorin, né le 1er décembre 1977 à Valenciennes et il a porté le maillot de Valenciennes pendant 5 saisons, de 98 à 2003. Et je trouve que c'est intéressant de revenir sur cette période qui est finalement pas trop connue dans l'histoire du club. Mais avant, je vais vous présenter donc un peu Christophe Piorin. Donc, c'était un milieu de terrain, et c'est encore un milieu de terrain, même s'il joue maintenant au niveau amateur, qui aura disputé une quarantaine de matchs sous le maillot valenciennois.
pour un total, il me semble, de 5 buts au cours de sa carrière. Donc, c'est pas le joueur qui aura le plus marqué les esprits de Ningesser, mais ça fait plaisir quand même. Et puis, donc, on va évoquer cette période qui, en fait, on a un peu l'impression qu'il y a eu un long fleuve tranquille jusqu'à la remontée en Ligue 2, mais en fait, pas du tout. Puisqu'en 98-99, le VFC venait de remonter en National après une relégation en CFA. Et il a terminé cette année-là 5e de National. On était notamment entraîné par Ludovic Batelli. Donc, on s'est dit, le club franchit les étapes. Rebelote en 99-2000, 5e de National, donc on pense que cette fois-ci, ça y est, le club se stabilise et va pouvoir aller viser le podium de National. Mais comme on est le VFC, Valenciennes confirmera sa bonne dynamique en finissant 17e et relégué de National en 2000-2001, ce qui est d'ailleurs la saison d'arrivée de Didier Olé-Nicole à Valenciennes. Mais Didier Olé-Nicole se rattrapera, puisqu'on finira 2e de CFA en 2001-2002 et 6e de National en 2002-2003. Et c'est à ce moment-là que Christophe Piorin quittera Valenciennes, puisque, petite anecdote qui est dans le livre de l'excellent François Launay, si vous ne savez pas quoi mettre sous le sapin, n'hésitez pas à acheter le livre de François Launay. Et donc François Launay nous apprend que Christophe Piorin n'est resté qu'un mois lors de la saison 2003-2004, puisqu'il s'était embrouillé avec Daniel Leclerc et il a été évincé. Donc ensuite, c'est une carrière en foot amateur qui l'attendra, puisqu'il jouera à Marly jusqu'en 2011 en 5e division, Cambrai en division 6, puis Écho d'Œuvre, Valenciennes du Temple et Maubeuge de 2016 à 2020. Donc non, messieurs, il n'était pas là lors du fameux match de Coupe de France contre Maubeuge, même s'il reste encore des places, puisque c'était en 2014. Et là, actuellement, il est à Écaudin, où il termine sa carrière. Et donc après, pour rien vous cacher, on a prévu de faire une interview vidéo avec lui pour lui poser quelques questions, mais elle n'est pas encore enregistrée à l'heure actuelle, mais elle viendra juste après. Bonjour aux membres du groupe Nagesphère, c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Première question, salut Christophe, les supporters valenciennois te saluent et te souhaitent un bon anniversaire en retard. Comment ça se passe avec Odin? Bah écoutez, je vous remercie, on précisera pas mon âge, je vieillis, mais j'ai la chance d'être en bonne santé, c'est le plus important on va dire, surtout vu le contexte actuel. Avec Odin, tout va bien, je découvre un nouveau club qui possède une équipe dirigeante et des éducateurs très compétents. On s'est fixé comme objectif d'atteindre le niveau R1 en fin de saison. Le club possède des bons jeunes joueurs encadrés par des joueurs plus expérimentés. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour atteindre l'objectif en fin de saison. Le seul bémol, je dirais, c'est plutôt au niveau des infrastructures. Les terrains sont vraiment indignes de ce nom, mais je sais que les dirigeants multiplient les rendez-vous actuellement pour améliorer tout ça à très court terme. Deuxième question. Tu as évolué au VFC de 98 à 2003. Des années pas faciles pour le club, relégué en CFA en 2000-2001. Cela doit être une fierté d'avoir contribué dans les années galères du club. Alors, pour être très précis, j'ai intégré le VFC en 97 et en 98. J'étais à l'époque étudiant. Dans un premier temps, c'était pour rejoindre les rangs de l'effectif réserve, mais très vite, j'étais appelé par Ludovic Batelli pour participer aux séances du mercredi. Et ça m'a permis de mettre un premier pied, j'ai envie de dire, dans le grand vestiaire, et notamment d'être appelé régulièrement dans un rôle de remplaçant pour les matchs de l'effectif première. Le lendemain, ça me permettait également aussi de jouer en équipe réserve. La saison s'est ponctuée par deux montées, la première accédant au national et la réserve à la DH. Donc vous imaginez bien que pour moi, qui participait à ma première saison au sein du club, elle fut magnifique. À côté de ça, effectivement, ces années-là correspondent aux années moins glorieuses, on va dire, du VAEC, puisque le club avait perdu le statut professionnel. Il a fallu tout reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs, l'équipe s'est construite autour de pas mal de joueurs issus du cru, des joueurs nordistes. J'ai en tête des joueurs comme Dussard, Zepagnac, Beck, Arnaud Lebrun, Ossine Lachab. Puis par la suite, Essuekoto, Gillot, Mater, et j'en oublie encore. Mais bon, vous imaginez que pour le gamin que j'étais, né à Valenciennes et qui a supporté depuis tout petit le club de VA, défendre les couleurs du club pendant 6 ans et contribuer modestement au palmarès du club, c'est déjà une grande fierté pour moi, effectivement. Dernière question. Pour finir, aurais-tu des souvenirs ou des anecdotes à nous partager sur ces 6 années au VAFC?
il y en a tellement, des bons comme des moins bons, j'ai envie de dire. Je vais en citer que des bonnes. C'est surtout les deux montées vécues avec le club en national, surtout celle de 2002 qui s'est terminée au domicile du coach Ole Nicole. C'est des rencontres aussi toujours épiques et épicées en Corse, mais qui au final laissent des bons souvenirs. Un 32e de finale joué contre le RC Lens devant un stade Nagesser qui était comble. La chance d'avoir pu affronter aussi des grands joueurs en fin de carrière tels Dutuel, Priou, Vincent Guérin, Comboiré, Dutuel, ou des joueurs qui par la suite sont devenus de grands joueurs tels Ribéry, Faubert, Clichy, Pagis, et j'en oublie encore. Je terminerai tout de même par une petite anecdote au sujet d'un joueur, Cyril Joly pour ne pas le citer. Il avait comme particularité pour dire d'être dans son match, de faire des tacles pendant l'échauffement. Ça m'a toujours impressionné. Voilà pour la petite anecdote. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Et du coup, pour le match de la semaine, je voulais revenir sur Valenciennes-Monaco le 5 décembre 2009, une victoire 3-1 des Rouges et Blancs. Donc Monaco était 4e lors de sa venue à Nagesser et va 8e avec 24 points. Donc notre composition, c'était Assembe, Bisevac, Schmidt, Mater, Tiennet, Ducourciu, Coat, Gomis, Sanchez, Odel, Pujol. Donc c'est Ducourciu qui a ouvert le score, souvenez-vous, à la 27e sur un mouvement de génie. Ruffier a fait un très grand match d'ailleurs, c'est lui qui a permis qu'il n'y ait seulement 15-0 à la mi-temps. Et d'ailleurs, Lacombe a rendu un hommage à Olivier Guégan, puisqu'il a fait sortir à la mi-temps un joueur qui était entré à la 30e, tellement la première mi-temps était catastrophique du côté de Monaco. Donc Monaco égalisera grâce à un penalty de Néné, concédé par Tiennet, et presque arrêté par Assembe d'ailleurs, mais à la 85e, Valenciennes mettra le deuxième but grâce à Samassa sur une passe d'Odel, puis à la 93e, encore un centre d'Odel pour Ben Kalfola qui s'y reprendra 2 fois. Mais donc on va s'imposer et on sera 5e avec 27 points après ce match, à 2 points du podium. Et c'est d'ailleurs après ce match qu'on commencera à parler pour la première fois du Barça du Nord. Donc pour clôturer un peu cette rubrique Valenciennes, on voulait introduire un nouveau concept qui serait qu'en fait un supporter vienne nous parler d'un joueur qui l'ait marqué, son joueur préféré de Valenciennes. Et donc c'est Nathan que vous avez entendu en ce début de podcast qui voulait nous parler un peu de son amour pour Grégory Pujol. Ouais, c'est ça. En fait, le but de cette chronique, c'est surtout, comme tu l'as dit, Franck Sper, de prendre un peu un renne passionnel, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, avec la direction, c'est un peu compliqué. On est en train de perdre un peu le lien entre les supporters et la direction. Première nouvelle, oui, je vous l'annonce. Et donc, en fait, ce serait peut-être pas mal de mettre un peu de passionnel, justement, entre nous et le VAFC pour renouer un peu ce lien. Et donc, moi, j'ai envie de vous parler justement de mon amour pour un joueur qui m'a énormément marqué. Et c'est mon joueur préféré ici au VAFC, donc c'est Grégory Pujol. Donc, on est parti pour faire un petit slam à la Grand Corps Malade. Accrochez-vous bien. C'est parti. Alors, Grégory Pujol. Un nom qui résonne encore dans les travées désormais aphones du Hainaut et de l'affaire de notre défunt Nagesser. 1m83 d'intelligence footballistique pour 70 kg d'adresse technique. 293 matchs de professionnel pour un rationnel de 98 caramels au fond des ficelles. 15 ans de longévité au niveau pro pour une carrière exceptionnelle. Mais j'ai pas vraiment envie de parler de fiches de stats, plutôt vous évoquer mon amour pour un joueur mésestimé de notre championnat nat. Je me souviens encore, t'es arrivé un soir de septembre 2017 et moi je venais à peine d'en fêter 13. Je relis encore la brève de La Voix du Nord racontant le nouveau trio que tu allais former entre toi, le club, et ton grand ami dans la vie du Courtiou, le futur ballon d'eau fraîche des cahiers du foot. J'aurais jamais imaginé que ce recrutement aussi judicieux aurait eu autant d'influence sur notre avenir en Ligue 1. Premier doublé aérien pour VA sur la pelouse des Merlus dans une tenue jaune fluo des plus incongrues. Encore dans l'ombre des Savigoles, on est loin de se douter qu'on tient dans cette équipe-là, entre lui, toi et Seb Roudet, 3 des joueurs les plus iconiques de ces 15 dernières années. Première saison honorable à Scipion, la seconde à 7 et la suivante à 5, et Nagesser commence à connaître ton nom. Numéro 28 collé entre tes omoplates, et c'est tout le Hainaut qui commence à virer rouge écarlate. Surtout, c'est ton style de combattant volatile qui détonne, toi, l'aigle Pujol de Champagnol.
Oh Greg, tu prendras définitivement ton envol dans une saison 2010-2011 de haute volée. 17 buts pour finir sur le podium des tueurs de l'Hexagone. On n'avait plus vu ça depuis Masnaghetti, et toi, de rouge paré, tu deviens notre nouvelle Maserati. Honneur des ancêtres et de nos couleurs, c'est tout Ningesser Poussader qui rugit de bonheur. Un doublé dans la face du gym pour l'Ader de Montagnier, et toi qui savoures l'une de tes plus belles années dignement récompensées. Au fond, chaque supporter savait, 17 buts en rouge et blanc, mais t'aurais mérité ce match en bleu. Comme tous ces héros qui ne portent pas de cap, tu n'y auras jamais droit. Regret éternel, seul toi nous le diras. La suite, comme toute histoire d'amour en général, ça se finit mal. Nouvelle maison au Hainaut, nouvel environnement, et les blessures sonnent fatalement comme une forme de ralentissement. T'aurais pu migrer comme tout bon rapace au croc acéré, mais t'as fait le choix de rester près de ton nouveau nid douillet. Malgré une rupture des plus difficiles, on sait bien que les légendes ne meurent jamais et qu'elles resteront souvent imprévisibles. Souvenir gravé dans chaque mémoire de supporter lors de cette soirée de 2015 le 23 mai, toi de l'autre côté fêtant une montée en Ligue 1 déjà acquise avec tes nouvelles couleurs gazier, clin d'œil du destin appuyé, c'est là où t'avais explosé que la boucle viendra d'être bouclée. Nous, au bord du précipice et en grande difficulté, et toi tel un chasseur au grand cœur, incapable de nous achever. On a tous su que t'avais voulu nous épargner pour ne pas être le bourreau de notre mort programmée, parce que des occasions comme ça dans ta carrière, toi t'en ratais jamais. T'aurais certainement mérité une fin à la hauteur de ton investissement et de ton talent, peut-être une armoire à trophées plus clinquante, peut-être un titre individuel pour récompenser ce joueur si passionnel. Mais je crois qu'en fait t'as gagné bien plus que ce que t'aurais pu imaginer, le respect de toute une génération de supporters invétérés. À titre personnel, pour moi, tu resteras mon joueur préféré, pour les valeurs que t'as toujours incarnées, surtout l'homme en premier. Jamais de triche, toujours au combat. La personnification même des valeurs d'un club du Nord à l'accent populaire et qui se bat. Comment expliquer d'ailleurs qu'un gars du Jura comme toi puisse tellement aimer VA? D'ailleurs, ça ne s'invente pas. Après ta retraite sportive, t'es bien retourné vivre sur notre terre bien-aimée, loin des lieux paradisiaques ou ensoleillés. J'ai donc un immense respect pour ce que t'as pu véhiculer et nous apporter, de la joie, du bonheur et surtout une immense fierté. Et dis-moi, dans le fond, quoi de mieux que d'avoir marqué l'histoire de notre club ennuyé, plutôt que de s'asseoir une éternité sur un banc d'une équipe plus huppée. Alors c'est bien là le fond de la pensée du plaidoyer de cette chronique. Si notre religion rouge et blanche était le football, nul doute que Grégory Pujol en serait notre idole. Bra! Envie d'ouvrir. Incroyable, incroyable. Mais incroyable. Pujol, Pujol, tu nous fous la gueule. Non mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'imprimer et le peindre sur les murs du Hainaut, en fait, ce que tu as écrit. Je sais pas, mais déjà, s'il m'écoute, s'il veut me filer son maillot, je veux bien. Donc, Greg, n'hésite pas. Non, mais c'était tellement incroyable qu'on va en faire une vidéo à côté, puis on va la rebattre sur Facebook. Incroyable, en vrai. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. C'était hyper bien écrit. On sentait qu'il y avait vraiment de l'émotion et des sentiments. Donc, vraiment incroyable. Il sera sur la miniature, du coup, comme ça il le verra forcément. Je me suis tâté et je me suis dit, putain, est-ce que c'est trop sérieux et pas assez déconnant? Mais après, bon, je sais pas. Non, mais justement, c'est beau. Non, ça passe bien. Hein. Ouais. Du coup, j'ai beaucoup de mal à reprendre après ça, mais vas-y, Julien. Ouais, je voulais du coup remercier Nathan, te remercier aussi François pour cette vidéo sur Christophe, qu'on remercie pour sa disponibilité. D'ailleurs, il a inspiré une expression, hein, Christophe, c'est un pour tous, tous purins. Ça va les passer. Bon, ouais, les passer. Du coup, on peut enchaîner sur Hainaut Sociaux, Hainaut Sociaux partie 2, avec les meilleurs tweets. Et oui, donc Hainaut Sociaux. Écoute, je t'avoue qu'on a raclé. Il y en a encore. On a raclé les fonds de tiroir, les Valenciennois n'étaient pas très inspirés, mais quand même, on peut citer le partenariat entre le club et le centre hospitalier de Valenciennes avec ce magnifique maillot floqué au centre hospitalier de Valenciennes. D'ailleurs, si le club nous écoute, n'hésitez pas à le donner aux infirmiers et aux infirmières de l'hôpital, ça leur fera plaisir. Donc il y a Larry qui a ironisé en citant le tweet avec cette photo en disant « Nous, c'est plutôt les soins palliatifs au VFC ». Bon. Il y a la réaction très attendue de Partouche sur l'article de La Voix du Nord et sur la venue de l'huissier, puisqu'il a partagé une vidéo de Bengus qui fait la pub et la promotion de Pasinobet. Donc un peu de déception dans le Hainaut face à cette réaction, mais peut-être qu'il y a un message subliminal caché. Il y a aussi... C'est-à-dire qu'on va bientôt jouer contre Marseille. Peut-être.
Il y a aussi Perpétu, le supporter corps, vous savez, qui fait tous les déplacements de l'ACA, qui a tenté un combo assez audacieux de la Jeanlin et du Lucullus à 4h du matin en revenant de son déplacement. On espère que c'est passé pour lui, mais le mélange est ambitieux. Et enfin, comme nous l'avons tweeté, pour une fois, Valenciennes ne sera pas éliminé de la Coupe nationale, puisque Jean Castex a enterré la Coupe de France après cet échange d'anthologie avec Jean-Jacques Bourdin. Vous voyez Bourdin qui demande « La Coupe de France est morte, Castex non la soutient ». Bourdin, mais le foot amateur ne reprendra pas avant janvier, Castex non, donc la Coupe de France est morte, oui. Donc on peut voir qu'il n'y a pas qu'à la direction du VFC qu'il y a un peu de flottement dans les décisions. Donc pour une fois, Valenciennes ne sera pas éliminé de la Coupe de France et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Merci François. Ben, du coup, Jean Castex dans le podcast. Voilà, qui l'eût cru. Et du coup, on va enchaîner avec la rubrique que partagent Larry et Maxence. C'est la revue de presse avec, comme la semaine dernière, une partie consacrée à l'actu Ligue 2 et l'autre à nos anciens joueurs. On peut commencer peut-être avec Larry. Merci Julien. Donc avant de commencer ce second numéro, je précise que ces brèves sont tirées du site magique2.fr. Magique2, qu'est-ce que c'est ? C'est comme son nom l'indique, un site qui est spécialisé dans le championnat que l'on vénère tous. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez les suivre sur Facebook, Twitter, voire souscrire à un abonnement premium sur leur site et applications qui sont sorties tout récemment, notamment leur application qui est très ergonomique au passage. Ça coûte 9,90€ par an, et en plus de soutenir un média indépendant, vous soutenez un des derniers médias qui traite de l'actualité du VFC, après nous bien sûr. Application téléchargeable sur Android, fin de la pub. Donc, on va commencer par, vous l'avez peut-être vu, le retour du public dans les stades dès le 15 décembre. Donc depuis quelques jours, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, plus précisément celle qui n'aimait pas Patrick Dix à cause de ses initiales, tente de convaincre l'Élysée pour un retour du public dans les stades dès le 15 décembre. La ministre peut compter sur le soutien du CNOSF qui a communiqué ce soir par l'intermédiaire de son président. En gros, son président dit que s'il est possible de contrôler l'afflux des gens dans les centres commerciaux, il est tout à fait possible d'en faire de même dans les enceintes sportives, surtout quand certaines d'entre elles sont des espaces ouverts. Dans l'optique où cette mesure serait adoptée, la jauge de remplissage des stades serait limitée à 25%. Si cette idée va en ravir plus d'un, quid du couvre-feu qui remplacera le confinement à partir du 15 décembre ? Les supporters qui vivent à 20 ou 30 km du stade pourront-ils s'y rendre ? Ou est-ce qu'il y aura des dérogations ? C'est une question que je me pose. Donc, OSEF ou pas OSEF ? Ah bah pas OSEF. Un retour au stade, tout le monde espère pouvoir y retourner le plus vite possible. Bon, même si on préférerait y retourner vraiment avec zéro risque, zéro danger. Mais un retour au stade à 6000, c'est largement suffisant à Valenciennes, hein, si on devait prendre justement 25%. Donc pas OSEF. Julien un peu. Ouais, François. Ouais. Bah, pour moi, pas OSEF, parce que ce serait bien qu'ils se mettent d'accord pour cette histoire de couvre-feu, parce que payer 135€ pour aller voir un match du VFC, ça me ferait mal quand même. Donc si ça pouvait être au clair, cette histoire de couvre-feu, j'ai pas trop envie de payer une amende en fait. Julien ? Non, bah pas OSEF, et puis on espère que cette fois, ce sera jusqu'à la fin de saison qu'on pourra aller au stade. Et pour finir, Nathan, bon, je pense que tu connais ta réponse. Pas OSEF non plus, parce que moi j'aimerais bien retourner au stade aussi, et s'il y a un bel alignement des planètes, je pourrais y retourner. Normalement, le match, ça serait contre Amiens, ça serait le 18, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ce serait génial. Il nous faut derby. Ouais, ce serait parfait. Et bah, Maxence, c'est à ton tour, je pense. C'est à moi. Bah alors c'est parti, on va faire le tour du monde, puisqu'on va prendre des nouvelles des anciens joueurs du VFC, et donc... Pour commencer, on va rester en France, puisque Guingamp a fait match nul contre Rodez. Sikou Niakate a fait un bon match en défense, et il a été élu d'ailleurs le meilleur défenseur de son équipe. On va passer ensuite à Lens contre Angers. Lens a perdu 3-1. On a vu une excellente performance d'Angelo Fulgini qui continue à cartonner depuis des semaines et des semaines, et il arrive à un niveau absolument exceptionnel. Il a été élu homme du match, et il a effectué une passe décisive. Mais malheureusement, un bon Valenciennois en cache un mauvais, puisque Jean-Louis Leca en a pris 3, forcément du coup. Et Tony Mauricio a joué 15 minutes, il fait des petites apparitions de temps en temps. Ensuite, on a vu Ajaccio-Chambly 0-0, Guézoui a fait un match très moyen, mais comme il y a eu un autre match dans la semaine, justement, Chambly-Rodez, et ben, il a fait une passe décisive contre Rodez, et du coup sera disponible en forme contre le VFC.
On peut ensuite partir chez nos voisins belges puisque Eupen a battu Charleroi 3-1. Nico Pinto a eu un match très compliqué, il a encaissé 3 buts et mis un but contre son camp. Et d'ailleurs, C'est pas son genre. Pardon ? C'est pas son genre, ça. Ah non, c'est pas son genre, non, absolument pas. Et ouais, du coup, il a fait un match catastrophique et il s'est fait bencher aujourd'hui par Rémi Descamps, l'ancien gardien du PSG contre Waasland Beveren. Donc je sais pas si on le reverra tout de suite, le père Pinto, mais on lui souhaite. Hein. Ensuite, on a Moucron qui a gagné 3-2 contre Saint-Tron, l'ancien club de Jean-Luc Dompé, si on se souvient bien. Nuno da Costa a grandement participé à cette victoire puisqu'il a inscrit le second but pour Moucron et du coup, ce qui permet de l'emporter. On peut ensuite partir en Allemagne où le Bayer Leverkusen a fait 0-0 contre le Hertha Berlin. Bon, on s'en branle un peu parce que Lucas Touzard n'a pas joué, faut le dire. Mayence a fait 1-1 contre Hoffenheim. Moussa Niakate a réalisé une performance correcte, même si en ce moment il a quand même quelques difficultés. Après, il faut le dire, Mayence c'est un peu compliqué. En Angleterre, Huddersfield a battu Middlesbrough 3-2. Isaac Mbenza a fait une performance encore plus que correcte, comme la semaine dernière où il avait marqué un but, si je me trompe pas. Il continue à enchaîner et ça fait plaisir de voir qu'un jeune arrive à s'épanouir du côté de l'Angleterre. En Italie, j'avais oublié d'en parler la semaine dernière, mais Adrien Tameze a affronté son ancien club puisqu'il a affronté l'Atalanta. Il a gagné 2-0 avec son nouveau club de l'Hellas Vérone et a fait un match ultra solide au milieu de terrain. Ensuite, on peut parler de la Hongrie avec notre cher et tendre Liessouri. Et attention parce que les noms de clubs sont assez compliqués là-bas, je vais essayer de faire un effort, mais il a gagné 2-0 avec le Molfehervar face à, attention, Zalaegerszegi. Il a marqué un but lors de la victoire 2-0 du Molfehervar, donc toujours intéressant de prendre de ses nouvelles à notre petit Liessouri. On dirait un gamer tag box. Ensuite, on peut partir en Grèce pour terminer, puisque même si Laris de l'Inseros a perdu 2-1 contre l'Olympiakos le week-end dernier, ils sont imposés aujourd'hui 3-0 contre Larissa et pas la Rousseau, la chanteuse, il ne faut pas confondre. Mais si on devait retenir qu'un match... si on devait parler qu'un match ce week-end, ce serait vraiment celui d'Angelo Fulgini, puisqu'il confirme ses qualités de plus en plus et ça commence à être un joueur assez exceptionnel de Ligue 1. Et voilà. Ouais, moi, je voudrais juste rajouter que Lucas Touzard s'est fait détruire par son entraîneur dans la presse allemande parce qu'apparemment, il ne fait aucun effort pour s'intégrer, etc. Donc voilà. Je voulais juste le préciser, ça me fait plaisir. C'est toujours bien. On a toujours du mal à s'intégrer quand on est valenciennois. Enfin bref. Le débat. Donc le débat d'aujourd'hui, bon, ça rejoint un peu la période de Noël puisqu'on va parler de vente, d'achat et du mercato d'été du VFC. La question, franchement, elle est tranchée directe. Le mercato d'été du VFC est-il si catastrophique? Alors je pense que nos avis se rejoignent un petit peu, mais on va éclaircir tout ça. Alors si quelqu'un veut bien répondre à cette première question, est-ce que si on va se mettre dans la tête de Guégan, quel qualificatif il utiliserait pour définir son mercato à lui? Parce qu'on est d'accord, il a quand même l'air d'être le premier déçu. Hein. Maxence, je t'entendais. Non, je faisais une imitation d'Olivier Guégan pendant que tu parlais, mais sinon c'est tout. Non, mais oui, il a l'air déçu forcément, puisqu'on voit qu'il y a très peu de nouveaux joueurs qui arrivent à s'acclimater au club. Moussa Gueye a été placardé pendant un moment, Van Den Habil n'arrive pas à se remettre de ses pépins physiques, il a eu beaucoup de problèmes, notamment le Covid, etc. Bon, on peut pas lui en vouloir, on sait qu'il a les capacités pour pouvoir s'adapter. Après, il y a d'autres joueurs qui n'arrivent pas non plus à s'acclimater. Piccolo, c'est un peu difficile. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on a fait partir Gaëtan Rib alors que le profil quand même se ressemble entre les deux. Et ouais, il est forcément déçu de ses recrues. Très peu sont titularisés. Et voilà, quoi, ça prouve la qualité du mercato. Moi, je peux te donner l'avis de Twitter. Il y a 3 adjectifs qui ont été donnés dans les réponses. Il y a mercato globalement raté pour Marceau. Il y a mercato moyen pour Nadivas et il y a Alexis Cabarès qui va plus franchement et qui dit mercato catastrophique de Valenciennes. Bon, il n'y a personne qui parle de bon mercato, c'est étonnant. Larry ou Nathan, votre plus grosse déception à l'heure actuelle dans le mercato, dans les arrivants? Alors déjà, moi, je dirais pas que c'est un mercato catastrophique, mais il n'est certainement pas bon. Enfin, parce qu'on a des recrues qui ont été victimes d'un concours de circonstances. Van Den Habil et Gogo ont chopé Covid en début de saison. Puis là, a enchaîné les pépins physiques pendant que l'autre a eu du mal à se mettre dans le bain.
Et ma déception, en premier lieu, je pense à Mathis Piccolo, qu'on nous a vendu comme un crack. On ne sait toujours pas à quel poste il joue réellement. Et Metehan Gouchou, il n'a encore rien montré, mais en même temps, il rentre tout le temps à 5 minutes de la fin. Oui, donc Mercato, très en dessous. Je dirais pas catastrophique, mais certainement pas bon. Nathan? Ouais, je dirais pareil. Moi, c'est surtout Gouchklo pour l'instant qui me pose interrogation parce que les rares fois où il était là, il était transparent et en plus de ça, j'ai pas forcément trouvé qu'il avait une bonne mentalité. Je le trouvais un peu agressif, il donnait des coups, etc. Et bon, là, ça va un peu mieux, il monte en puissance, mais et Logo aussi, c'était compliqué au début et je m'étais vraiment demandé pourquoi est-ce qu'on misait autant sur lui. Mais bon, là, il est en train de prouver qu'il a quand même quelques qualités. Mais globalement, ça suffit pas à rehausser la qualité de ce mercato qui est quand même, franchement, il faut le dire, très insipide, pour pas dire plus. Ouais, donc on est sur un débat avec des arguments et des contre-arguments parce que tout le monde est d'accord. Bon. Moi, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux de toute façon avec compte tenu de la situation financière? Bah oui, parce que l'année dernière, on a fait un très bon mercato avec la même situation financière. Donc, comme le disait je ne sais plus qui dans les réponses sur Twitter, on a fait des paris comme l'année dernière, sauf que là, les paris sont ratés. Je veux dire, Cécile Almeida, Prior, c'était des paris, c'était pas des valeurs sûres et ça s'est avéré être très bon. Et là, on a fait des paris Moussa Guel, Mathis Piccolo. Je les accable pas eux en particulier, mais c'était vraiment eux les deux jeunes paris, on va dire, et ça ne marche pas. Donc, est-ce que c'est imputable? Je sais pas, en fait. Non, c'est des paris ratés, en fait, globalement, notre mercato. C'est une fois ça passe, une fois ça passe pas. Là, ça va pas passer. Moi, je vais prendre position parce que je suis le Pascal Pro de cette émission. En fait, la situation n'est pas vraiment pareille que l'année dernière parce que l'année dernière, on avait toute une attitude financière par rapport au fait que tous les joueurs étaient partis, on reconstruisait de rien. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on avait 2 millions de masse salariale annuelle. Et là, cette année, on était peut-être, je sais pas, à 200 000. Donc là, pour le coup, il y avait beaucoup moins de latitude. Donc au final, la situation n'était pas vraiment pareille. Ça reste des prêts, ces joueurs-là. Donc, ouais. C'est vrai oui, que... après, c'était des paris, forcément. Oui, vas-y. Non, moi, je tenais juste à dire que on a à part Baptiste, Guillaume et Van de Nabil, qui sont ce contrat, on a qui en pré-Guel, c'est une signature. Piccolo, c'est une signature. On n'a pas tant de prêts que ça d'ailleurs cette année, ce qui est assez étonnant parce que l'année dernière, on a eu, même si comme tu disais, on avait une plus grosse masse salariale, on a plus eu recours aux prêts que cette année où on a acheté les joueurs. Donc ouais, c'est assez contradictoire, mais pourquoi pas. Par contre, bonne nouvelle, Gouchlo est prêté. Alors, si... Alors, il y avait une deuxième question dans le débat, c'est si on vous laissait le choix de recruter un seul poste, ce serait lequel et pourquoi? Donc, avant peut-être de lire les avis des internautes. Si vous avez cette question, quelle serait votre réponse, Nathan? Moi, c'est tellement compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de postes à cibler, mais en priorité, je tenterais bien un milieu un peu offensif, un 10 peut-être, parce que Chergui est déjà Malé qui nous manque. Et l'année dernière, on avait mine de rien un Gauthier Hein qui, même sur les stats, n'était pas forcément extra, avait donné quand même beaucoup de liants dans le jeu. Et là, en fait, on remarque bien qu'à la création, c'est quand même compliqué. Di Liberto joue quand même bas, alors qu'il pourrait nous donner justement plus ce liant. Et on se rend compte que c'est plus Cécile Almeida qui essaie de prendre le jeu à son compte, sauf que il a quand même un profil défensif, même s'il essaye de casser des lignes. Donc, moi, je partirais plus sur un milieu offensif, créatif, un peu à la Hein ou Roudé. Pareil. Pareil. Ouais, pareil. Dans un premier temps, j'irai chercher un numéro 10, quelqu'un capable de créer le lien entre le milieu et l'attaque dans une équipe coupée en deux. Et si on regarde sur le site officiel, on a beaucoup de milieux défensifs, mais qu'un seul offensif. Bon, on a Arsène Negogo qui est un petit peu couteau suisse du milieu de terrain, il peut jouer un peu partout, mais il répond pas aux attentes pour le moment. Mais tu regardes en 10, il ne reste que Boutou Taou. Et si Boutou Taou a montré des choses intéressantes, on l'a pas encore assez vu sur la durée. Et lui aussi a enchaîné Covid et blessures. Après, s'il nous reste un peu d'oseille, j'irai chercher un buteur devant.
Mais Non, dans non, ce il ne cas- restera pas d'oseille. Hein. Il ne restera pas Mais d'oseille. de toute c'est ça. On en a toute déjà façon, vu. de toute façon, dans ce club, le mercato dépendra d'une seule personne. Et cette personne serait capable de nous vendre le retour de Chergui comme le coût du mercato. Ah, mais ça, c'est certain, ça. Ça, c'est certain. Maxence, du coup, t'as pas entendu sur cette question. En fait, ouais, non, mais à 10, ce serait pas mal, mais moi, c'est pas le poste que je convoiterais en premier. Moi, ça serait quand même plutôt un ailier gauche, parce que on essaye quand même beaucoup de se baser soit en 4-4-2, soit en 4-2-3-1, sauf que le seul problème, c'est que notre seul milieu gauche réel, je veux dire, en termes de poste, c'est Moussa Guel. Donc c'est un peu compliqué, sachant qu'on l'a quand même placardé pendant un moment. Il a pas encore fait les performances dont on attendait de lui. Et si on veut pouvoir jouer dans ce 4-2-3-1 ou 4-2-2-2 avec un ailier gauche, il nous en faudra forcément de bonne qualité. Essayer d'avoir un joueur capable de faire des stats et être impactant dans le jeu. Donc pour moi, la priorité, ça sera un ailier gauche et ensuite un 10. Ok. Tu parlais de système, c'est l'occasion de rappeler que notre débat de la semaine dernière est déjà obsolète. Qu'on a déjà changé de système. On est vraiment une émission clairvoyante. Du coup, tu peux enchaîner, François, avec tes avis et puis donner le tien si ça te fait plaisir. Bah écoute, non, moi je préfère donner l'avis des autres, comme ça on ne me critique pas pour avoir un avis de merde. Donc il y a Marceau qui dit la saison dernière, toutes les recrues ou presque s'étaient vite intégrées. C'est pas du tout le cas cette saison. On voit très bien que certaines recrues n'ont pas le niveau. Au niveau du recrutement cet hiver, je vais dire un milieu créateur, mais malheureusement il nous manque encore beaucoup de joueurs. Un ailier, un latéral gauche performant, à voir ce que donne Penlar. Martin qui dit un buteur, Waris, la finition n'est pas là pour le moment. Steve, qui peut-être est la seule contradiction de la soirée, dit il n'est pas si mauvais que cela ce mercato, mais il nous manque un buteur, sauf qu'un buteur, faut l'acheter, chose qu'on ne peut pas. Super Eno, un numéro 10 sans hésiter, car depuis le départ de Rodé, ce secteur est en ruine. Nadivas, on a su faire revenir Guillaume, Vandenamine n'est pas épargné par les pépins, et Logo revient à son niveau. Le problème, c'est les jeunes recrues Piccolo, Guchelou, qui sont un cran en dessous de la Ligue 2. En recrue, il faut un ailier, on est dépourvu à ce poste. Alors les gens veulent Waris, c'est un Figo 59 Waris, en plus il fait banquette à Strasbourg qui est mal en point. La vérité est là, il veut le retour d'un milieu créateur style Robaille, Fort Vea Siempre qui dit Nuno Acosta, mais pour ça il faut que le Prez se casse. Vea Forever, je dirais un animateur au milieu de terrain capable de faire la différence et de distiller des bons ballons à nos attaquants, un mec style Roudet. Nicolas, il faut un numéro 10 en priorité, puis un attaquant expérimenté et buteur régulier, un arrière gauche. Alexis qui dit mercato catastrophique, des paris loupés sur des jeunes qui n'y peuvent rien, des postes censés être clés, on s'appuie toujours pas sur notre formation aux résultats prometteurs pour pallier à tout ça. Ah oui, vite un arrière gauche, Cédric qui veut Robaille, USVA qui veut un milieu offensif ou un attaquant leader et moteur comme Sébastien Roudet, Manu et Lovecraft qui veulent un nouveau président, ce n'est pas une mauvaise idée. Enfin, Gunner qui dit Piccolo et Guchelou ne sont pas au niveau. Et le gauche, je l'ai trouvé mauvais hier et Vandenabile est correct. En plus, il faut un buteur plus un milieu offensif. À Louvain, il y a un très bon profil. Xavier Mercier qui a fait une très bonne saison avec 4 buts et 8 passes en 13 matchs. Voilà pour la vie de Twilo. Ok. Ouais, Waris, on peut le faire. Faut vendre le Mont oui et puis c'est bon. Hein. De toute façon, on risque de le perdre avec le DTN en janvier, donc autant le vendre maintenant. On va appeler Stéphane Plaza. Voilà, on peut terminer là-dessus. Hein. Je pense que tout a été dit sur le sujet du mercato. On va voir celui d'hiver qui s'annonce intense et empli d'émotions. Et puis on va enchaîner avec une interview exclusive incroyable du community manager de Chambly avant le match qui nous oppose aux Camblisiens. Yes, alors il faut savoir, comme on vous l'a dit, c'est une production assez hollywoodienne ce podcast. Donc l'interview avec le CM de Chambly a été tournée avant le match de Chambly à Rodez. Donc pour resituer, donc il y a eu notre match nul contre Ajaccio et Chambly est allé s'imposer à Rodez. Et ça a été tourné avant que Téléfoot décide de remettre Chambly dans son catalogue, puisqu'à un moment il l'avait jarté pour mettre le match de Ligue des Champions du Real. Donc ça a été inversé, mais bon, au moment de l'interview ça ne l'était pas. Du coup il y aura quelques petits sujets où ce ne sera pas en raccord avec l'actualité, mais globalement c'est très intéressant. Et puis voilà quoi. Et on parle de Mehdi Guezoui, donc ça vaut le coup d'écouter. Rien que pour ça vaut le coup d'écouter. Allez. Et donc du coup on se retrouve avec un supporter de Chambly et même plus que ça puisqu'on se retrouve avec le community manager de Chambly, Maxime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut à tous, salut aux supporters du VAFC qui nous écoutent et aussi à ceux de Chambly qui je suis sûr écouteront. Je m'appelle Maxime Malovry, j'ai 25 ans, donc comme tu l'as dit, on va se tutoyer. Hein. Donc, comme tu l'as dit, je suis supporter avant tout, mais j'ai la chance d'être un supporter salarié puisque je suis effectivement le chargé de communication ou le community manager, c'est le terme à la mode du club depuis officiellement 2 saisons. Et puis je l'étais déjà un peu bénévolement avant d'être salarié.
Donc on a toujours la vieille phrase bateau qui dit que pour un promu, c'est toujours la deuxième saison la plus difficile. Nous, on voulait savoir comment ça se passe dans l'Oise. Bon, au niveau du classement, on voit que vous êtes lanterne rouge, mais pas largué. On va voir un peu ton ressenti, comment Chambly vit sa deuxième saison en Ligue 2. Bah, je pense que, disons clairement que cette interview est enregistrée lundi. Si tu demandes à nos adversaires de demain, savoir Rodez, ils te diront la même chose, à savoir que la saison passée, eux et nous avons eu un maintien, même si la saison s'est arrêtée au mois de mars, un maintien plutôt tranquille, même s'il a fallu batailler. Et là, on voit bien que et Rodez et Chambly, c'est compliqué cette saison, parce qu'en général, on surfe sur la montée. On voit Dunkerque il n'y a que Pau qui ne surfe pas sur sa montée. On voit que Dunkerque réussit aussi à être sur la lancée de sa montée et qui fait un très bon début de saison. Je leur souhaite pas, mais peut-être que la saison passée, ça sera plus dur pour Dunkerque parce que visiblement, je pense qu'ils vont se maintenir assez sereinement. Donc je sais pas comment l'expliquer. C'est comme tu dis, c'est une phrase bateau, mais force est de constater qu'elle se vérifie. Donc, mais comme tu viens de dire, on n'est pas largué au niveau comptable et une victoire face à Rodez demain nous permettrait de complètement revenir dans le coup et c'est ce qu'on espère. Et ouais, mais justement, c'est dommage parce qu'en plus, on a eu un mercato très ambitieux de Chambly pour le coup. Cet été, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est assez fan de Lorenzo Calegari, que je trouve absolument génial chez les jeunes du PSG. Mais aussi, on est obligé d'aborder Nikola Petkovic parce que c'est un super joueur, c'est un coup absolument génial de Chambly. Et la chance a fait que malheureusement, il ne puisse pas encore jouer cette saison. Ouais, ou la malchance plutôt, du coup. Ouais, la malchance plutôt, ouais. Parce que, oui, après tu parles de Lorenzo, moi aussi je suis supporter parisien, donc forcément, quand j'ai vu que Lorenzo Calegari était dans les petits papiers, j'étais très content. Après, voilà, Lorenzo, c'est un super garçon que j'ai appris à connaître aussi maintenant, et c'est un très bon joueur, techniquement et tout. Après, voilà, il lui manque encore quelques petites choses, notamment, je pense, c'est mon avis personnel, notamment de l'impact physique pour s'imposer. La Ligue 2, c'est dur, c'est physique, moi je suis pas joueur, mais je regarde les matchs et c'est des matchs vraiment physiques et c'est pas facile de s'imposer. Donc voilà, faut lui laisser encore un peu de temps. Il est jeune, donc il a le temps de se forger et puis ensuite de venir au niveau de la Ligue 2. Et puis Nico, ça c'est la malchance. On fait un match amical contre le Red Star, il doit sortir à la 45e, il se blesse à la 43e pour quasiment toute la saison. Là, quand c'est comme ça, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, mais c'est un garçon adorable, charmant, vraiment, qui s'intègre très bien. J'ai fait une émission de radio avec lui la semaine dernière, il a fait tout en français, il parle déjà français, alors que voilà, quand tu es italien ou espagnol et que tu apprends le français, c'est un peu facile, entre guillemets, parce que c'est une langue latine. Par contre, quand tu es serbe, pour apprendre le français, ça doit pas être facile. Et pourtant, lui, il est quasiment bilingue, donc ça c'est top. Et puis on espère qu'il va revenir bientôt. À mon micro, il avait dit qu'il espérait revenir mi-mars. Donc on espère qu'il revienne mi-mars. On lui souhaite, parce que c'est normalement un super joueur. Il pourra apporter beaucoup de poids à Chambly. Ouais, puis il a un mental. Je dis pas que les joueurs français n'ont pas de mental, mais en tout cas les joueurs des pays de l'Est, lui il a un mental vraiment. Lui il lâche rien comme le club. Il a un mental à la Chambly en fait. Il lâche rien. Il est vraiment. Qu'on avait joué contre le Red Star, il avait joué aussi contre Laval en amical. Il est sur tous les ballons et tout. Puis même là dans sa rééducation, on voit que il est totalement investi à 100% parce que c'est dur quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu te fais les croisés. Il y en a plus d'un qui aurait lâché, même moralement. Lui il a juste lâché moralement quand il a appris sa blessure, le verdict, mais sinon après on remet le bleu de chauffe et c'est parti la rééducation, quoi. Franchement il force le respect, quoi. Et on passe à un autre sujet, mais entre Chambly et Valenciennes, du coup on a deux joueurs en commun, donc Emmanuel Ntim quand vous avez prêté il y a quelques années, mais surtout Mehdi Guézoui. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Mehdi Guézoui? Quelqu'un de très joyeux ici, qui avait toujours le sourire. Mehdi c'est un personnage, c'est quelqu'un d'attachant, de très chambreur et bon joueur de foot aussi, parce que c'est surtout pour ça entre guillemets qu'on l'a pris, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien aussi au vestiaire. C'est important d'avoir un ambianceur dans l'équipe, quelqu'un qui rigole beaucoup, etc. Et en plus de ça, s'il est performant sur le terrain, et c'est le cas, c'est parfait. Donc je donne toujours un exemple, quand on est à l'extérieur et qu'on fait un résultat à l'extérieur, on est super content. Et quand on revient dans le bus, on est presque déçu d'avoir fait un résultat parce que du coup, Mehdi il est en forme et il nous fait chier tout le trajet du retour. En gros, c'est ça. Mais c'est un mec, c'est un super mec. Franchement, c'est un bon garçon. Mais tous, mais c'est vrai que tu me parlais de Mehdi, c'est vraiment un super mec, quoi.
Bon, du coup, quelque chose d'un peu moins joyeux. On voit que Chambly poursuit son développement et son installation dans le foot pro. Et nous, on a vu qu'il y avait une polémique naissante autour du nouveau stade en construction à Chambly. On voulait un peu savoir ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui se passe autour de ce nouveau stade? Bah, il se passe qu'il y a une association se revendiquant écologique qui a décelé je sais pas comment on peut appeler ça, un vice de procédure, ou je sais pas trop, je suis pas dans le dossier, mais avec la mairie qui aurait pas déposé de permis de construire pour un truc, qui aurait pas fait une étude environnementale alors que c'est obligatoire quand le chantier dépasse un certain nombre d'hectares. Enfin après, moi je me revendique pas écologiste, pardon, donc je connais pas les dessous du dossier, mais force est de constater qu'à cause de cette demande, bah les travaux vont être à l'arrêt, parce qu'à l'heure où je vous parle ce matin, les machines tournaient toujours, hein, ça ne s'arrête pas comme ça un chantier. Donc cette association revendique qu'ils n'ont rien contre le club, sauf qu'en fait ils sont en train de mettre en péril l'avenir du club et peut-être l'avenir de plusieurs dizaines de salariés. Donc voilà, ils viennent de sortir un communiqué en disant que sportif et écologiste, ça pouvait comment dirais-je, être main dans la main, un truc comme ça. Oui, bah, déjà que le Covid, on se tient pas main dans la main, et puis on n'a pas envie de se tenir main dans la main avec eux. Et justement, encore quelque chose de pas trop réjouissant, mais est-ce que l'image de Chambly est en train de changer? Parce que la saison dernière, vous étiez un peu pas le petit poussé, parce que c'est pas une coupe, mais un peu le club surprenant, etc. Puis on a appris aujourd'hui que votre match contre Rodez avait été déprogrammé, donc il ne sera pas diffusé par Téléfoot. Est-ce que tu sens que Chambly commence à être pris au sérieux, ou justement vous avez toujours un peu des réactions de ce type ils se sont dit c'est Chambly, donc on peut les déprogrammer, c'est absolument scandaleux? Bah, je pense qu'il faut faire un ensemble, c'est-à-dire que si demain tu joues Le Havre au hockey, c'était diffusé. Je pense que c'est Chambly-Rodez surtout. Ouais. Voilà, demain c'est Chambly-Rodez, c'est 18 contre 20e, ça les intéresse pas parce qu'il y a la Ligue des Champions. Je comprends tout à fait qu'on intéresse moins que le Real Madrid, sauf que nous, nos supporters, et je pense les supporters de Rodez qui ont pris un abonnement Téléfoot, on n'a rien à carrer du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk. Ce qu'ils veulent, c'est regarder leur équipe. J'ai un ami tout à l'heure qui m'a fait une remarque très judicieuse. Bah, dans ce cas-là, puisque tu n'as pas de canaux pour diffuser le match, bah, tu retires ton multiplex et tu diffuses Chambly à la place. Comme ça, bah, tous les matchs seront diffusés en intégralité. Tu n'auras pas de multiplex, certes, mais tu n'auras pas de supporters déçus. Après, voilà, là, ils viennent de m'appeler pendant qu'on est en communication, mais je vais les rappeler. Mais je suis pas certain que comment dirais-je, que la tristesse ou le moral des supporters camblysiens et ruthvénois soit leur première occupation. Et donc ici, on finit toujours par deux questions. Donc, est-ce que dans l'effectif du FC Chambly, il y a un joueur que tu adores footballistiquement parlant et qui te fait un peu vibrer, qui t'apporte beaucoup d'émotions quand tu le vois jouer? Ouais, sincèrement, c'est vraiment, je primerais plus le collectif plus qu'un joueur. C'est sûr que voilà, au tout début, quand il est arrivé, bah, quand tu vois Marvin Martin arriver au club de Chambly, c'est vrai que tu te dis que enfin, on n'aurait jamais cru avoir un international un jour à Chambly. Malheureusement, il est toujours embêté par des pépins physiques. Mais sinon, bah, ça dépend en fait. Franchement, j'ai pas de joueurs comme ça. C'est plus un collectif, hein. Ça peut être très bien autant Mehdi Guezoui quand il tente quelque chose. Là, Sana Doucouré, Niko Petkovic, la mi-temps qu'il a joué contre le Red Star en amical. Enfin, non, c'est vraiment un collectif. Il n'y a pas un joueur plus qu'un autre. Et je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que Chambly, tu vois, par exemple, tu m'aurais posé la question pour le PSG, j'aurais pu te dire, bah ouais, Neymar, des fois, il va tout seul et tout, etc. À Chambly, il n'y a pas trop de performances individuelles. C'est vraiment le collectif qui prime. Et un pronostic, du coup, pour le match de samedi? Bah, un pronostic, non, parce que je suis nul, mais un souhait, c'est la même que l'année dernière. Ouais. Penalty de Thibaut Jacques, et puis penalty que tout le monde a vu sauf vous. Et puis voilà. Ça serait pas mal. Bon, ben merci d'être venu répondre à nos questions. C'est Il très n'y a pas de gentil. souci, puis continuez ce que vous faites, c'est important. Même moi, sur le réseau de Twitter du FC Chambly, j'essaye de manier le second degré, et vous, c'est ce que vous faites aussi. Et en ce moment, je pense qu'on en a bien besoin. Donc, autant des fois, il y a des sujets sérieux comme le nouveau stade et la non-programmation de notre match contre Rodez. Mais voilà, des fois, il y a des sujets plus légers. Vous avez raison de prendre ça avec humour, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Ouais, oui. Et surtout, depuis 6 ans en VFC, il faut faire ça. Voilà. J'espère qu'on retrouverait bientôt la Ligue 1 un jour. Ah, bah, j'espère aussi. Ben, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour le débrief de ce match contre Chambly, puisque ce podcast sera diffusé le mercredi. Salut!
Salut à tous, ciao.